mortel. 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 Vous écoutez Visite mortelle. On se retrouve pour la suite de notre échange avec Benoît Gallo, le conservateur du cimetière du Père-Lachaise. Si vous arrivez ici, sachez qu'un premier épisode est disponible et qu'on vous conseille vivement de l'écouter avant celui-ci. Benoît Gallo a la chance, grâce à ses fonctions, d'habiter au sein du Père-Lachaise. Lorsque celui-ci ferme ses portes, il devient son jardin privé. Alors en 2020, lors du confinement imposé par la pandémie, il s'est mis à photographier le lieu, et plus particulièrement, une famille de renards. Le monde entier a pu découvrir ces superbes photographies sur le compte Instagram @lavieaucimetière créé par Benoît. Nous sommes sûrs que même si vous n'êtes pas taphophile, vous en avez entendu parler. En 2022, Benoît Gallo publie l'ouvrage « La vie secrète d'un cimetière » dans lequel il raconte son quotidien au Père-Lachaise et contribue ainsi à faire changer les mentalités sur la mort et le cimetière qui s'avère être le réceptacle d'un grand nombre d'espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales. Et c'est ce qu'on a eu envie de vous montrer à travers cet épisode. Un cimetière, c'est un lieu de préservation de la biodiversité, surtout lorsque celui-ci est urbain, et un lieu dont les enjeux écologiques et environnementaux sont réellement importants. Le compte Instagram et le livre, je me suis pas réveillé un matin en me disant que je vais faire un compte et puis un livre. Non, le compte Instagram, c'était quand j'étais conservateur du cimetière parisien d'Ivry, cimetière de 28 hectares assez grand, très méconnu. C'est à l'époque où justement on avait arrêté les produits phytosanitaires et où la végétation revenait, les animaux réinvestissaient les lieux, il y avait beaucoup d'oiseaux. Et j'avais d'un côté on me renvoyait toujours l'image, tu travailles dans un cimetière, tu es conservateur du cimetière, c'est un métier difficile, c'est triste, ça doit être déprimant. Et moi j'étais dans un lieu exceptionnel, très riche, plein d'arbres, plein d'animaux, et j'ai pris des photos et c'est mon épouse qui m'avait dit tu devrais les mettre sur ton compte Instagram, enfin faire un compte pour montrer cet aspect-là du cimetière. Et c'est parti comme ça. Au départ, je n'étais pas forcément féru d'Instagram, je ne sais même plus si j'avais un compte personnel, je pense, mais bon, qui n'était pas très actif. Et c'est parti de là et j'ai partagé petit à petit des photos, des histoires, des clins d'œil, des choses. Et à un moment, on a 100 abonnés, 500. Bref, et puis au Père-Lachaise, j'aime bien le compte un peu en stand-by, le temps de m'imprégner des lieux. Puis je ne pensais pas qu'il y avait autant de végétation ici. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de richesse, qu'on est quand même dans Paris intramuros, comment les animaux peuvent venir. Donc c'est vrai que j'avais un peu levé le pied, faute de temps. En plus, j'avais eu un dernier enfant, ce qui prend aussi beaucoup de temps. Mais c'est le confinement qui a fait que, parmi un des souvenirs très marquants, c'est la rencontre avec un renardeau pendant plein confinement, en plus une période horrible. On était encore dans le flou, on ne savait pas ce que cette maladie pouvait faire. On avait, nous, énormément de décès, plus 40% d'inhumation, avec une équipe réduite au strict minimum. On avançait au jour le jour, on ne savait pas trop où on allait. Et puis, voilà, rencontre avec un renardeau, dans ce moment un peu particulier. Donc là, je ressors l'appareil photo. Les photos reviennent sur les réseaux, ça recommence à s'emballer. Et là, depuis, il ne s'arrête pas. Depuis, là, le compte a grossi, le compte a connu un succès. Plusieurs éditeurs m'ont proposé de faire un livre. À peu près au même moment, je me suis dit, je pense qu'il faut y aller. Ce qui était un défi aussi, parce que j'avais jamais imaginé faire un livre. Mais ce que j'ai aimé avec les arènes, c'était, on va pas refaire un livre sur le Père-Lachaise, il y en a déjà des dizaines. Ça n'aurait aucun sens, c'était de le faire à travers mes yeux, à travers moi, à travers mon métier, à travers le fait que j'habite ici. Un livre assez personnel en fait, pour montrer un peu l'envers du décor, en fait, ce que je voulais faire sur Instagram aussi. C'est une histoire qui continue puisque le livre a été traduit en anglais. On a vendu les droits pour une adaptation cinématographique. Donc voilà, c'est des choses incroyables qui continuent. Et puis on verra s'il y en aura un deuxième un jour, ça je ne sais pas. Mais c'est une histoire assez incroyable. C'est que du bonheur en fait. J'ai du mal à avoir du recul. En fait, je suis tellement au quotidien, moi, dans mon métier et dans le cimetière où je travaille et j'habite, que j'ai du mal à voir dans le reste de la société si vraiment il y a un changement. Je vois plutôt à travers les retours que j'ai, les gens qui me disent, ça c'est les retours que j'ai eus, j'en ai eu par centaines avec le livre ou le compte Instagram, c'est les gens ont une autre vision du cimetière en fait. Même des familles qui ont des tombes ici me disent je viens moins en reculons. Parce que je sais qu'il y a plein d'oiseaux, même si je ne les vois pas forcément, je sais qu'il y a des renards, même s'ils restent invisibles. Mais le fait de savoir que ce lieu est si riche, ça les apaise de savoir que leurs proches reposent dans un lieu comme celui-ci. Je vois pendant mes vacances, ça peut paraître bizarre, mais je vois que moi je visite les cimetières beaucoup, et je vois que les cimetières évoluent, ils sont aménagés de façon paysagère, on prend enfin en compte le ressenti de ceux qui vont venir se recueillir. Et on ne voit pas le cimetière juste comme un lieu où on va en
enterrer le mort. Le cimetière, c'est pas que ça. En fait, c'est une question un peu plus large. À quoi sert un cimetière aujourd'hui? Est-ce que c'est la fin des cimetières? On parle de l'humusation. Il y a plein de questions. On voit que ça remue. Effectivement, c'est des sujets d'actualité. Et après, moi, ça repose la question, à quoi sert un cimetière? Et c'est quoi aujourd'hui venir se recueillir? À quoi ça sert? Ça, c'est une question qu'on se pose pas beaucoup, je pense. Que je le dis parfois aux familles. Ils me disent, bah, moi, j'ai fait un contrat. Mes enfants n'auront à s'occuper de rien. Je veux qu'on me disperse. Pas ne laisser aucune trace, en fait. Mais je leur dis, vous avez demandé à vos enfants? Est-ce que peut-être qu'ils auront besoin d'un lieu pour se recueillir et faire leur deuil? Enfin, peut-être pas, mais peut-être, je sais pas. Parce que moi, je vois des familles qui viennent me dire, est-ce qu'on peut acheter une case de columbarium, par exemple, pour graver le nom du défunt? En fait, on a dispersé les cendres, mais on se rend compte qu'avec le recul, on a besoin d'un lieu pour venir. Et là, je ne peux pas leur vendre, parce que par la chaise, on n'a pas assez de place pour ce genre de vente. Ils se rendent compte après coup que le lieu de recueillement, il est quand même essentiel aussi. Donc moi, je perçois quelques signes, mais je ne peux pas vous dire s'il y a un changement majeur. J'espère en tout cas que ça évolue et que cette question elle est moins taboue et que les gens n'ont pas peur d'en parler. On fait, nous, un stand au Printemps des cimetières, l'événement chaque année, où on met en avant les métiers et on dit en parler ne fait pas mourir, parce qu'on peut venir parler qu'un fossoyeur, pour lui poser plein de questions qu'on se pose et qu'on n'ose pas poser à ses amis ou à sa famille, parce que c'est des questions essentielles. Que se passe-t-il après notre mort? On ne le sait pas, mais on a quelques pistes de réponse à notre échelle, donc j'espère que ça évolue. Lors de notre balade, on a posé plein de questions à Benoît, mais on lui a surtout demandé de nous emmener dans ses endroits préférés du cimetière. Nous voici donc devant la sépulture d'un certain Antoine de Guillaume Lagrange, dans la 29e division. Et on ne va pas vous mentir, elle est dans une des parties les plus escarpées du cimetière, assez difficile à trouver. C'était donc très agréable et précieux d'y aller avec Benoît et de découvrir son histoire. Ça, c'est la tombe du Dragon, une tombe qui est classée monument historique, et c'est la première tombe sculptée du cimetière, où la mère de ce soldat, Antoine Guillaume Lagrange, a érigé cette stèle en représentant son fils, avec une épitaphe et une allégorie de la tristesse, de la mort. Donc là, on est très tôt, il est mort en 1807 de mémoire. Donc le corps n'est pas ici, mais le cimetière et ce monument pour sa mère a été essentiel pour qu'elle puisse faire son deuil. Et voilà, cette tombe, elle a plus de 200 ans, mais elle montre, elle témoigne de ce que peut être un cimetière. Un cimetière, il sert avant tout aux vivants. Et là, la preuve, le corps n'est pas ici, le mort n'est pas ici, mais il a servi à la mère du défunt pour faire son deuil et rendre hommage et faire exister son fils à travers cette tombe. Et d'ailleurs, on en parle encore aujourd'hui. Donc, sans cette tombe, on n'en parlerait pas. C'est aussi ça, les cimetières, et c'est ça que j'aime bien. Là, on est conscient de l'histoire. Voilà, il était soldat pour Napoléon et il est mort de mémoire en Pologne. Je crois que c'est gravé dans les déserts de la Pologne. C'est marqué sur l'épitaphe. L'épitaphe un peu difficile à lire, mais si je la lis, il y a marqué « Hommage d'une tendre mère à la mémoire du meilleur et du plus malheureux des fils, Antoine de Guillaume Lagrange, fils unique, âgé de 25 ans et 6 mois, né à Orléans, sous-officier dans le 16e régiment de dragons, mort en héros sur le champ de bataille au combat le 4 février 1807 dans les déserts de Pologne. » Elle est superbe, elle est classée monument historique, il n'y a que 14 monuments classés monuments historiques. Celle-ci en fait partie depuis 1983. Là, dans cette division, c'est là où les premières concessions ont été vendues, et là se trouve la plus vieille concession du cimetière, de concession Jacquemart de 1804. Il y a toujours des ayants droit, toujours des descendants. Alors là, pour le coup, moi j'ai ressenti en tant que conservateur une évolution du regard sur les cimetières. Les gens acceptent beaucoup plus la présence d'herbes sauvages, de végétation, d'arbres, parce que c'est un mouvement qui dépasse aussi les cimetières. On voit dans les rues sont végétalisées, la législation évolue, on a conscience du danger que représentent les produits qu'on utilisait par le passé. Donc il y a quand même une acceptation plus forte. Donc, il y a des gens qui sont absolument convaincus et qui adorent ce côté sauvage, nature. Il y a aussi des familles qui trouvent que le cimetière est sale. Il n'est pas sale. Mais bon, ça c'est un débat qui est assez subjectif, qui est assez difficile, parce qu'en fait chacun a son ressenti. Mais pour certains qui sont habitués à des cimetières français très minéraux, où rien ne dépasse, rien ne pousse, c'est vrai que le Père-Lachaise ça peut être un choc. Il y a des arbres partout, il y a des feuilles au sol. C'est un cimetière très accidenté, très historique. C'est ce qui fait le charme, mais c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas le Père-Lachaise. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Il y a des familles qui me disent que non, ils ne voient pas leur défunt ici, parce que ça ne représente pas ce qu'elles recherchent, ce que je peux comprendre aussi. Mais j'ai quand même tendance à dire que c'est une grande acceptation, et au contraire, toute cette végétation, ces animaux, ressentir la nature, ressentir le cycle de la vie, en fait, ça aide à faire son deuil, et ça apaise beaucoup les gens. Pour moi, aujourd'hui, le combat est quasi gagné. Voilà. Il n'y a plus d'opposition farouche.
à cette évolution. On engazonne chaque année des trottoirs, on enherbe au maximum, on retire des dalles en béton. Enfin, c'est un processus qui n'est pas terminé, qui n'est pas achevé, mais aujourd'hui ça marche bien. Quand mon livre est sorti, j'ai rencontré beaucoup de Parisiens. Déjà, il y a un lien très fort des Parisiens avec le cimetière, et beaucoup n'ont pas de tombe ici. Ils me disent on vient juste ici chercher une ambiance, une atmosphère qu'on ne trouve pas ailleurs dans Paris, un calme. Je pense que c'est un peu différent. Quand on est ici, on réfléchit peut-être pas pareil que quand on est dans un parc ou dans les rues. Donc ceux qui aiment flâner, méditer, s'évader, ils viennent au Père-Lachaise. Puis on ne voit pas trop le temps, on voit le temps qui passe, on voit si les tons, on ne sait pas si on est en 2025. Enfin, franchement, on va être là il y a 20 ans ou dans 20 ans, ça sera peut-être pas beaucoup changé. Enfin, il n'y a que les noms gravés qui nous disent en fait dans quelle année on est. C'est ça qui est aussi très dépaysant. Et ce côté labyrinthique aussi, voilà, on se perd très vite. On se perd physiquement, on se perd dans ses pensées, mais on ressort toujours du Père-Lachaise. On arrive devant une tombe bien connue au Père-Lachaise, peut-être plus pour sa pratique d'y déposer des pommes de terre, sculptées ou personnalisées, que pour son occupant, Antoine-Augustin Parmentier. C'est lui qui a introduit et popularisé la pomme de terre dans les habitudes alimentaires en France au XVIIIe siècle. À une époque où ce tubercule était méconnu et jugé dangereux, il a démontré ses qualités nutritionnelles et son intérêt pour lutter contre les famines. Une tombe sur laquelle vous trouverez des messages tels que « Merci pour les frites » ou encore des pommes de terre aux formes originales comme un laboubou. C'est Parmentier, j'aime bien aussi parce que c'est une tombe parlante et une tombe vivante. Parlante parce qu'on voit des bas-reliefs qui évoquent donc le maïs, le blé, le raisin, la pomme de terre. Parmentier était pharmacien agronome, donc il avait ces connaissances-là. Donc ça témoigne de son métier, de ce qu'il a fait, de son vivant. Et puis tombe vivante parce que elle n'est jamais pareille. Chaque fois que je passe devant, il y a de nouvelles pommes de terre, il y en a qui disparaissent. Donc il y a un petit culte sur Parmentier, c'est marrant. Je sais qu'il y a des habitants du quartier avec leurs enfants qui customisent des patates et qui viennent les déposer par exemple, en hommage à cet homme qui fait qu'on mange aujourd'hui des pommes de terre quasiment tous les jours. Donc voilà, et ça c'est une tombe qu'on va essayer de restaurer également par exemple. La tombe vieillit, se salit, se dégrade, l'enclos a disparu, donc là avec mon collègue Arnaud Chener, on va essayer de trouver des fonds pour restaurer cette tombe et mettre en avant Parmentier, qui est une tombe assez visitée finalement. C'est ça qui est marrant, c'est comme Morrison, c'est comme Oscar Wilde, c'est des tombes où les admirateurs mettent des objets. Et ça a toujours beaucoup de succès Parmentier. Les morts et les mortes ont du succès, mais ce ne sont pas les seuls ici au cimetière du Père-Lachaise. Les animaux ont une place toute particulière, et notamment les chats. Dans les seuls espaces verts et cimetières de la ville de Paris, on en dénombre plus de 500. Ils y vivent en petites colonies. Là aujourd'hui ils sont 13 ou 14 de mémoire. C'est la seule population d'animaux qui est très suivie, très connue, grâce à 2 associations, tout un tas de bénévoles volontaires qui viennent les nourrir. Ils sont tous stérilisés, tous vaccinés, nourris. Ils ont la belle vie. Si jamais on découvre un chat, s'il peut être placé en famille, il est placé systématiquement en famille. La population elle est contrôlée, l'idée c'est qu'elle ne grossisse pas parce que les chats, même s'ils sont nourris, même s'ils sont soignés, ils continuent à tuer quelques oiseaux quand même. Alors qu'ils n'en ont pas besoin mais c'est leur instinct qui les pousse à le faire. Donc l'idée c'est plutôt de laisser les animaux sauvages investir les lieux où là on n'intervient absolument pas. Donc les renards ne sont pas nourris, ne sont pas soignés. Malheureusement il y a des renards et des renardeaux qui meurent chaque année, mais ça c'est la vie sauvage. Et les oiseaux se mangent entre eux et les renards mangent les oiseaux, enfin voilà, c'est la nature. Donc là l'idée sur tous les animaux autres que les chats c'est de ne pas intervenir et de laisser faire en fait. Et la seule intervention si je peux dire c'est d'avoir un cimetière, on voit c'est très vert, là où il y a des arbres, de la végétation, pour que ces animaux puissent trouver de quoi se nourrir et de quoi nicher ou faire un terrier en fait. En fait le rapport aux animaux sauvages, j'en avais absolument pas. Je savais à peine distinguer un merle d'un étourneau, enfin voilà, j'avais vraiment aucune connaissance, sachant qu'en plus j'ai une phobie de tout ce qui est bête à plumes. Donc moi une poule, un pigeon, ça me génère un stress instantané comme ceux qui voient une souris, une araignée, voilà, mais moi ce sont des oiseaux. C'est vrai que ça ne m'a jamais vraiment intéressé, c'est quand j'étais conservateur à Ivry où j'ai côtoyé un ornithologue qui lui m'a ouvert les yeux sur tous ces oiseaux qui vivaient là entre les tombes et à quel point le cimetière était une réserve ornithologique de premier plan pour tous ces animaux. Donc déjà, ça m'a fasciné qu'un lieu dédié aux morts accueille autant de vivants. Donc déjà, je trouvais ça assez joli, assez beau. Et puis après, quand vous parlez avec un expert, il vous transmet sa passion.
Mon appréhension a changé, je me suis mis à les photographier. C'est vrai que quand je les photographie, j'ai moins peur parce qu'il y a l'objectif entre moi et eux. Puis voilà, ça fait des belles photos aussi, un oiseau sur un buste, un oiseau sur une stèle, ça évoque, c'est assez poétique. Puis ça m'a permis de mieux les connaître et on se rend compte que les oiseaux, ils sont absolument fascinants. Ils ont tous des particularités différentes, un langage, un instinct de survie incroyable et en fait dès qu'on s'y intéresse, on est passionné. Donc moi j'apprends toujours, je suis toujours ornithologue approximatif, je ne suis pas expert, mais bon j'en connais beaucoup plus qu'avant et puis maintenant là aujourd'hui cette année on a fait un partenariat avec la LPO pour le suivi des chouettes hulottes et ça c'est... Moi, je ne pensais pas vivre ça, c'était encore des très belles émotions déjà très fortes avec les renards, mais voir des chouettes hulottes se reproduire, voir les petits, en voir un mourir parce que chaque année, c'est la nature. Il y en a un qui tombe du nid et il meurt, l'autre il a survécu, il a grandi, il est devenu adulte. Donc voilà, voir des naissances dans le cimetière, voir un jeune bébé chouette évoluer entre les branches, faire les premiers envols, c'est toujours émouvant. Ça c'est quelque chose que j'adore aujourd'hui. Alors ça c'est sur mon temps libre, c'est souvent le soir parce que j'habite sur place. Mais c'est vrai que j'ai développé là j'entends les cris des oiseaux, une sensibilité pour repérer et ressentir ce qui se passe. Parce que souvent les oiseaux ça se passe au bruit, on ne les voit pas forcément, au mouvement. Il faut avoir les sens en alerte et avoir un peu de connaissance. Et c'est comme ça qu'on repère les oiseaux, qu'on fait des découvertes. C'est ce que j'adore. Et alors effectivement les renards, moi j'adore les renards et ils sont là depuis 2020 et ils se reproduisent chaque année. Ça devient l'animal fétiche, on va dire. Parce qu'ils sont pareils, ils sont extrêmement surprenants, ils ont une capacité d'adaptation incroyable. C'est quand même très difficile de vivre en pleine ville, dans un cimetière. Alors certes, de 18h à 8h du matin, ils ont 43 hectares pour eux dans Paris. Ils ne sont pas dérangés par l'homme. Ils chassent les oiseaux, ils terminent les gamelles des chats, ils font des poubelles, donc il est opportuniste. Il y a aussi beaucoup d'arbres fruitiers, on voit qu'ils mangent beaucoup de fruits à travers leur sel qu'on retrouve sur les trottoirs. Donc ils vont bien, mais c'est vrai que c'est toujours un défi de les photographier. Ils ne sont pas nourris, donc ils sont très craintifs. Et chaque année à trouver les terriers, c'est un petit défi qui commence vers mi-avril. Cette année j'en ai trouvé 2 sur 3, et le troisième je ne l'ai pas trouvé. Je sais qu'il y en a un troisième parce qu'on a vu des renardeaux qui étaient beaucoup plus grands que les 2 autres portées. Mais voilà, quand 43 hectares, 70 000 tombes, plus de 4000 arbres, donc même en passant des heures à scruter les allées. Ça ils sont très forts, ils sont quasi invisibles, ils ont une capacité à se cacher qui est assez incroyable. Ça devient un peu l'animal emblématique des lieux, tout le monde m'en parle. Même les familles à qui je vends des concessions. Voilà, tout le monde sait qu'il y a des renards au Père-Lachaise et ils vont bien, personne ne les embête, il faut les laisser tranquilles en fait. Mais c'est vrai qu'il y a un lien qui se crée. Quand il y en a un qui meurt, c'est toujours triste. Cette année on a retrouvé un magnifique renard mort, et après il faut l'accepter. Voilà. Ils ne vivent pas très vieux, Pareil sur les petits, tous ne survivent pas, donc ça, genre un crève-cœur quand on retrouve un renard de mort, mais la nature est comme ça. Voilà. Il y a des chances qu'ils aient quand même trouvé les lieux avant le confinement. Mais effectivement c'est le confinement qui les a mis en lumière. Il y a des agents qui sont anciens ici, qui n'avaient jamais vu de renard, y compris ceux qui habitent sur place depuis plus de 20 ans également. Alors que maintenant on les voit, les agents les voient, en fait ils ont compris les renards les heures du cimetière. Ils entendent les cloches qui annoncent la fermeture, et un quart d'heure après la sortie, les premiers renards, on les voit entre les tombes. Donc les agents les voient en repartant du cimetière, ils voient quasiment les renards tous les jours. Alors ils les voient au loin, ils les voient passer furtivement, mais on voit qu'ils sont là. La grande question, mais moi j'aime bien que ça reste un mystère, c'est que on ne sait pas comment ils sont venus. Peut-être par la petite ceinture, c'est possible. On n'a pas la preuve. On ne sait pas ce que deviennent les jeunes qui deviennent adultes. A priori, tous ne restent pas ici. Donc certains quittent le cimetière. En tout cas, il n'y a pas une explosion du nombre de renards. Ils sont entre 5 et 10, pas plus. Mais j'aime bien aussi que ça reste un mystère. Peut-être qu'ils vont dans Paris, peut-être qu'ils vont en dehors de Paris. On ne sait pas, on leur a pas mis de GPS, on les suit pas à la trace. Et, voilà, ce qui est essentiel, c'est qu'a priori ils vont bien. Quand on voit les photos, ils ont un beau pelage, ils n'ont pas l'air d'être malades. Certains, des fois, boitent, se blessent, mais ils ont l'air de récupérer. Donc c'est des animaux qui s'autodisciplinent, on va dire. Et pourquoi pas un jour peut-être un partenariat avec des chercheurs pour établir un protocole et voir si on peut faire un suivi des renards. Mais non, il y a surtout énormément de demandes de photographes animaliers qui veulent m'accompagner le soir. Ça, je suis obligé de dire non, 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 non. C'est pas possible parce que voilà, il y a des raisons de sécurité et puis si je dis oui à l'un, je dis oui à tous les autres. Voilà. Pour l'instant, c'est vrai on n'a pas trop de recul sur ce que deviennent les renards. Est-ce que des nouveaux renards arrivent de l'extérieur aussi? On ne sait pas. Voilà. J'ai pas les réponses à ces questions.
Sitôt les portes du Père-Lachaise fermées, l'absence de présence humaine permet un retour au calme général pour toute la faune, qui peut ainsi commencer à vaquer à ses occupations, d'autant plus que l'éclairage nocturne y est inexistant. La circulation des animaux est facilitée par la présence voisine de la petite ceinture située côté est du cimetière et qui constitue une trame verte, un véritable corridor écologique. Ce sont les oiseaux qui sont les plus visibles, avec plus d'une soixantaine d'espèces dénombrées de 2010 à 2020 sur le site. La ville de Paris a depuis lancé un partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux pour les observer. Alors, le partenariat avec la LPO, il est centré sur les chouettes hulottes, parce que c'est le seul lieu dans Paris où on voit des chouettes hulottes, c'est au Père-Lachaise aujourd'hui. Et c'est intéressant de savoir, ça fait 2 années de suite où elles se reproduisent. Alors pareil avec des drames, un petit qui meurt. Cette année on a eu un adulte, le mâle, qu'on a retrouvé mort, dont les restes étaient devant un terrier de renard. Voilà, donc c'est le seul jour où j'ai détesté les renards. Mais voilà, ça c'est le cycle de la vie sauvage. Donc avec la LPO on fait ce suivi parce que c'est intéressant de voir comment ce rapace nocturne s'adapte au lieu et réussit à vivre et à se reproduire. Après le reste c'est plutôt avec des bénévoles, notamment un riverain qui lui fait des relevés. On sait que grâce à lui notamment qu'il y a 60 espèces d'oiseaux observées chaque année au Père-Lachaise. Alors parmi ces espèces il y a les espèces migratrices qu'on va peut-être observer que quelques jours. Mais le Père-Lachaise est un lieu pour faire une pause migratoire par exemple, c'est un lieu important. Et après on estime à une vingtaine d'espèces qui nichent, donc qui se reproduisent au Père-Lachaise. Donc on a bien sûr les mésanges, on a les pics, pivers, pics et pêche, pics et pêchettes. On a les rapaces, on a la chouette hulotte, mais on a aussi le faucon au bro et l'épervier qui se reproduisent au cimetière. On a bien sûr les corneilles, qu'on ne peut pas ne pas voir, même si elles sont assez discrètes là aujourd'hui, à cause de la pluie je pense. Voilà, et ça c'est fascinant de voir comment ils s'adaptent. Alors c'est vrai que les oiseaux vont utiliser les tombes comme lieu pour nicher, ça c'est le cas des mésanges. D'autres vont utiliser les grands arbres. Repérer les nids, c'est aussi un jeu qui peut être assez amusant au printemps. Mais en tout cas, ils s'adaptent parfaitement ici. Puis on fait le suivi des chauves-souris également avec une association. Mais là-dessus, on n'a que la pipistrelle commune et la pipistrelle de Cules qui sont 2 chauves-souris assez communes à Paris. On n'a pas repéré de noctules, alors qu'on pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour que les noctules nichent au Père-Lachaise. Mais voilà, à suivre. En tout cas, on essaye de mieux connaître l'environnement grâce à ces partenariats, parce que ça reste compliqué de recenser toutes les espèces, mais on essaye de le faire. Et on voit qu'aujourd'hui, on est un lieu de premier plan en plein Paris, ça c'est évident. Le zéro phyto y est pour beaucoup, et les arbres aussi, donc on continue dans cette voie. Alors cette semaine, excellente nouvelle, on a vu un écureuil, voilà. Ça c'est la prochaine espèce que j'aimerais voir dans les lieux. On en a vu un en août 2024 et là on en a vu un à plusieurs reprises ces dernières semaines. On espère qu'ils vont rester, s'installer et j'ai pas réussi moi à les photographier encore. Mais on pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour les écureuils également. Donc, il y en a dans tous les cimetières parisiens extramuros. À la Bagneuve, il y a plein d'écureuils. J'aimerais bien qu'on en voit au Père-Lachaise également. Donc à suivre. C'est bien, c'est jamais fini en fait. Il y a toujours des nouvelles espèces chaque année. Outre la question de la présence animale, se pose celle de la gestion des espaces verts dans un endroit aussi complexe en termes d'aménagement. Plus de 4000 arbres y sont recensés, dont 9 dits remarquables par leur singularité, morphologie, identité, comme le cèdre du Liban qui trône au bout de l'entrée principale, un chicot du Canada ou encore 2 arbres aux 40 écus. Mais beaucoup de choses se passent aussi au sol. Il n'y a pas que des tombes. On peut observer des parterres de fleurs, des fougères, des mousses, etc. Plus de 220 espèces végétales sauvages ont été observées entre 2010 et 2020. Au fil des saisons, les herbes sauvages embellissent les allées, aux côtés des plantes horticoles, qui décorent les tombes et qui permettent également aux insectes et aux petits animaux de vivre et de se nourrir. Alors, on a demandé à Benoît quels étaient les enjeux de cette gestion et surtout de cette végétalisation. Alors sur la stratégie d'enherbement, ça on le fait avec le service technique, avec Agnès Thomas qui est la responsable horticole des 20 cimetières parisiens. Et chaque année on délimite, là on voit des trottoirs qui ont été enherbés il y a 2 ans avec de la luzerne là. Ça c'est de la luzerne. Où nous on va entretenir quand même les bordures, le long des tombes et le long de la bordure extérieure, pour montrer qu'on est là. C'est pas à l'abandon, mais que c'est volontaire de laisser ces zones de friche entre les arbres. Et après effectivement on fait un choix en fonction de l'exposition à la lumière, du type de sol. Pour varier, on a de la luzerne, on a également du trèfle, beaucoup, de la carotte sauvage, on essaye de varier. Et ça, l'idée, c'est d'en herber au maximum, aussi faire un choix derrière, c'est comme un entretien, donc il faut désherber. Donc l'idéal, c'est des plantes tapissantes, qui n'ont pas trop de verticalité, mais qui vont plutôt s'étaler et rester au niveau du sol, comme le trèfle par exemple, ça, c'est intéressant. Donc voilà, il y a des stratégies bien sûr, parce qu'on se pose la question toujours comment on va entretenir derrière.
Pour les arbres, alors le site est classé, donc déjà il n'y a pas une liberté totale. Il y a quand même un cahier des charges qui impose certaines essences. Et après, ça se fait avec le service de l'arbre et des bois de la ville de Paris et les services de l'État en bonne intelligence, on est dans le dialogue en fait. Là où il y a de la place et beaucoup de lumière, on va mettre un grand sujet, un hêtre, un chêne. Et là où on est dans un espace plus confiné, plus difficile, on va plutôt mettre un arbre avec un petit développement ou un arbre fruitier pour quand même végétaliser, mais pour pas que l'arbre crée des désordres sur les sépultures ou empêche le passage des usagers. Donc c'est souvent du cas par cas, ça qui est intéressant, il faut aller sur le terrain, il faut sortir du bureau, il faut aller voir, dialoguer, prendre une décision. Et après au niveau politique, effectivement, depuis 2015, il y a eu l'arrêt des produits phytosanitaires. Et la volonté politique, c'est d'enherber au maximum, de perméabiliser les sols également. Je disais, on retire, ça c'est le travail des fossoyeurs, ils ne font pas que exhumer des défunts, ils vont aussi retirer des dalles ou des pavés dans les chemins, là où on peut végétaliser. Donc chaque année, on perméabilise plusieurs centaines de mètres carrés comme ça. Ça, c'est l'objectif politique qui nous est de demander également, et de faire en sorte que le cimetière aujourd'hui soit un refuge pour la biodiversité et pour les Parisiens aussi, parce que des épisodes de canicule, on en a de plus en plus. Et on est cartographié comme îlot de fraîcheur. Parce que par rapport aux rues avoisinantes, il y a 4 à 5 degrés de moins au cimetière du Père-Lachaise. Et donc on invite les Parisiens, pour survivre à la canicule, à venir au cimetière du Père-Lachaise. Ça me fait souvent sourire, mais c'est vrai que les gens viennent chercher de la fraîcheur également quand il fait très chaud. C'est tout le paradoxe. Ce n'est pas parce qu'on lance une nouvelle saison du podcast qu'on va perdre les bonnes habitudes. L'idée du projet, c'est de questionner nos rapports au cimetière et de montrer qu'un cimetière n'est pas seulement un lieu fonctionnel et d'inhumation pour les défunts et défuntes. Alors, on a demandé à notre invité du jour de nous donner sa définition personnelle du cimetière. Le cimetière, pour moi, c'est le lieu où les vivants peuvent venir entretenir le souvenir des défunts. C'est assez basique. Mais en tant que conservateur, pour moi, c'est la fonction première d'un cimetière. C'est se souvenir, honorer, venir se recueillir. C'est des gestes simples, mais qui nous rappellent qu'aujourd'hui, il y a plus de morts que de vivants sur Terre. Et on est les descendants de tous ces défunts, en fait, tout simplement. Donc oui, c'est ce lieu de recueillement. Fait pour les vivants, j'insiste, parce qu'on oublie les vivants. C'est là où ça rend le métier intéressant, c'est que, comme je dis dans le livre, gérer un cimetière, c'est accompagner les vivants. Et c'est exactement ça, la définition du métier et du lieu. Donc définition assez terre à terre, mais essentielle à mon avis. C'est ici que s'achève notre discussion en 2 épisodes avec Benoît Gallo. Son témoignage nous a été très précieux et nous a éclairé sur la manière dont est géré un des cimetières les plus connus au monde. C'est aussi un lieu essentiel et stratégique dans la politique de végétalisation de la ville, car il faut le rappeler, le Père-Lachaise est le plus grand espace vert de Paris avec ses 42 hectares. Alors merci à Benoît et merci à vous pour votre soutien et d'être au rendez-vous pour cette 2e saison qui débute. On est vraiment très heureuse de vous retrouver. Pour poursuivre la visite, vous pouvez consulter le fameux compte Instagram de Benoît, @la vie au cimetière, et vous procurer son livre La vie secrète d'un cimetière aux éditions Les Arènes. La ville de Paris propose également sur son site internet baladeparisdurable.fr une visite audio guidée sur le thème de la faune et de la flore au Père-Lachaise. Un bon moyen de découvrir les plantes, les arbres et de tenter d'observer les animaux qui s'y cachent. À la semaine prochaine! Vous venez d'écouter Visite Mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @Visite Mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Visite mortelle.